Les difficultés qui ont été un petit peu remontées, c'était au niveau peut-être arbitrage. Alors certainement avec l'arbitrage que tu as eu en moins. Comment toi tu l'as vécu? Comment tu as géré? C'est-à-dire que c'est quelque chose où de base je m'étais pas vraiment préparé à ça. Tu sais que tu vas être appelé à aller arbitrer quelques tables, voilà, par-ci par-là. Quand ton Il n'était pas vrai prêt. arbitre, lui, il va aller faire le vrai arbitrage. Tu vas déconner avec deux trois mecs et puis globalement, voilà. Le jour J, on te fait ah bah non, mais en fait, tu vas tout arbitrer, mon gars, et puis tu vas tout organiser aussi, parce que regarde, moi j'ai mon genou en vrac, de toute façon, et puis ton logiciel, je le connais pas. Donc tu fais, ouais, bah t'as pas faux, hein. Donc voilà, donc tu prends ton petit courage à deux mains, tu te dis, bon, de toute façon, le jeu, je le connais, je sais y jouer. J'ai vu à peu près tout ce qui pouvait se faire et ne pas se faire, donc L'intervention de Jocelyn par rapport à toi, ça t'a perturbé, pas non, Jocelyn, perturbé? il a été super. Ça a été une bonne épaule en fait, Jocelyn. Sachant qu'au début, au tout début du tournoi, je lui dis, Jocelyn, tu veux arbitrer un petit peu ou pas? Parce que bon, je sens que ça va être un petit peu chaud. Comment tu te sens? Et il me fait, non, bah globalement, je préfère te laisser. Ok, bon, Ah. ok. Je peux le comprendre parce que voilà, il arrive dans son poste, il connaît peut-être pas tout le jeu, il s'imagine peut-être des choses et puis il vient d'arriver le gars. Donc tu peux pas lui dire au bout de 10 minutes, je sens tu peux l'arbitrer s'il te plaît parce que là, donc voilà, donc on se fait ça tranquillement et puis dès qu'il y a des questions où moi j'ai pas la réponse en direct, je lui dis bah écoute, est-ce que tu peux regarder dans les facs, est-ce que tu peux prendre ton PC et assurer le truc. Et là directement le gars il prend son PC. Et il fait alors, Michael Chinol, ok, c'est bon. Attends, il est 7 h du matin chez eux, ok, je vais lui envoyer un message, il est peut-être réveillé. Et puis en fait, il communique directement avec l'éditeur du jeu quand on a des grosses questions assez pertinentes. Et du coup, ça te permet, bah, toi, de te soulager. Et donc, du coup, ouais, Jocelyn, super là-dessus parce que il s'est prêté au jeu au fur et à mesure, en fait, si tu veux. Au fur et à mesure que la journée avançait du samedi, on l'a senti vraiment de plus en plus impliqué dans le tournoi, impliqué dans notre organisation à tel point que le dimanche, en fait, le gars, il se baladait dans les travées et il arbitrait, en fait. Parce que je pense qu'il avait pris un petit peu confiance en lui et il a pris confiance au jeu et il s'est prêté au jeu. Il s'est dit, allez, c'est bon, les gars, ils sont rigolos, de toute façon, à leur gars, et je vais les aider. Donc, ouais, non, ça a été cool. Vraiment une très, très bonne surprise de Jocelyn pour ça. Samedi, moi j'étais un peu déçu de Jocelyn, je le trouvais très, très effacé, très distant. Un Il peu en avait du mal retrait. un peu à communiquer avec nous. Ouais, je pense qu'il lui a fallu son temps d'adaptation Ouais. parce qu'il était bombardé là, comme ça, sur le tournoi. Et puis pas d'arbitre en chef en fait chez nous. Enfin, c'est moi, mais il n'y a pas de vrai arbitre dédié qu'à ça. Parce que comme j'étais en amont sur l'orga, et puis mine de rien, l'orga, faut pas non plus le sous-estimer. Ouais, non, c'était. Je pense que voilà, le temps qu'ils s'y mettent dans le bain et puis qu'ils profitent aussi de ce qui se passe, ouais. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi une vision de la communauté de joueurs de Wargame qui est un peu calquée sur celle qui est imposée par les 40 000, parce que c'est un des jeux les plus joués quand même, où on a des joueurs assez exigeants et qui peut être intimidant. Là, globalement, vous avez un public quand même relativement cool. Ouais, Je pense que clairement. tous, il n'y a pas eu de partie vraiment pénible et on est tombé sur des gens vraiment sympas, quoi. Donc, Alors, je vais faire la défense de 40K quand même, parce que ça fait 10 ans que je fais du tournoi 40K et j'ai dû tomber sur 2 ou 3 mecs un peu relous. Sinon, c'est vraiment. Et là, depuis quelques années, c'est vraiment aussi calmé, détendu. Ouais, non, je pense qu'on a tous une fausse image des tournois, de ce qui peut se passer, mais maintenant, c'est vraiment. Alors, on n'est pas tous à se mettre des olives, mais c'est plutôt bon enfant, ouais. Juste pour revenir sur Jocelyn, moi je voulais dire deux choses, notamment sur ce que tu disais, Wilfried, par rapport au fait qu'il était un petit peu effacé le samedi. Je pense aussi qu'il y avait de son côté peut-être un petit peu de ça, c'est de la spéculation, hein, c'est moi qui le dis, c'est absolument pas quelque chose qu'il m'a confié ou autre. Je pense qu'il y avait peut-être aussi une crainte de sa part de se dire, ok, là, je vais me présenter devant 100 joueurs du jeu du Trône de Fer. Les mecs, ils font pas la différence entre qui distribue le jeu, qui l'édite, etc. Pour eux, je vais venir me présenter en tant que responsable du jeu. Si ça se trouve, je vais prendre la foudre. C'est-à-dire que si ça se trouve, les mecs vont venir me voir. Le jeu, comment ça se fait que ça va pas, machin, ma boîte, les Baratheons, c'est quand, c'est le français, c'est qui, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc je pense qu'il pourtant, peut aussi. c'est pas faute de mettre des coups de 12 à Asmodée régulièrement quand même, hein. Donc il pouvait aussi venir avec cette crainte en se disant, est-ce que il va pas se retrouver jeté en pâture devant la communauté, parce que nous, on s'est dit avec Aed, on s'est dit.
Ils ont des couilles. Coolmini, ils ont des couilles. Ils viennent là, ils envoient un gars, on le connaît pas, on l'a jamais vu, il nous connaît pas, il nous a jamais vu. Et voilà, il va venir. Moi, quand j'ai présenté le truc, j'ai dit Coolmini, c'est eux. J'ai pas dit si vous avez des choses à dire, faut y aller, mais c'était le cas, quoi. Donc je pense qu'il y avait peut-être aussi une petite crainte de sa part en se disant comment la communauté va m'accueillir. Et ben, je pense qu'il s'est vite rendu compte que, comme tu le dis, Julien, la communauté est une communauté qui est super cool et qui a juste envie en fait de prendre du plaisir autour d'un jeu que eux éditent. Donc voilà, ça pour le coup, voilà. Et notamment, je voulais revenir sur les décisions arbitrales par rapport à ce que dit Aydarian. Donc typiquement, par exemple, une décision arbitrale qui a été prise par Coolmini via Michael Chinol, c'est par exemple le fait que sur le scénario à objectif, l'objectif qui dit chaque action qui est cancel vous génère un point, vous pouvez le faire sur les actions gratuites, notamment l'action de la cavalerie sur le bord tactique, l'action de manœuvre gratuite avec la cavalerie, etc., etc. Donc nous, initialement, on voulait le trancher à l'inverse de ça, parce que ça nous semblait incohérent en termes de règles de pouvoir marquer, comme l'a fait Chabalou, 7 points en un tour. Donc pour nous, ça nous semblait incohérent. Maintenant, il l'a demandé à l'éditeur de jeu et l'éditeur de jeu l'a tranché comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a annoncé une décision et qu'au bout à peu près de 5-10 minutes de jeu, on a dit halte au feu. La décision, c'est pas ça. Là, pour le coup, on a l'éditeur de jeu qui tranche en ligne. Donc voilà, c'est là pour le coup, on va le jouer comme l'éditeur de jeu le veut. Voilà, donc ça, typiquement, c'est une des décisions qui a été tranchée par Coolmini. Un autre point de règle qui a été tranché, c'était par rapport aussi aux égalités. Aux égalités, ouais, j'allais revenir dessus, parce que ça s'est présenté avec Chabalou. Comme il est du Sud, il parle un peu fort. Et on entend en fait. Bon, ça fait 2 fois que Chabalou il fout la merde. La prochaine fois, il joue Lannister, c'est ça, de toute façon. Putain de Lannister, encore. Encore. Et après, on va dire qu'on stigmatise, mais bon. Avec Jocelyn, on écoute la conversation de ce qu'il a, et on se regarde et on se dit, ouais, attends, il y a peut-être un loup dans l'armée Stark. Voilà, dans l'armée Stark. Et effectivement, on s'aperçoit que toutes les égalités qui sont jouées, mais genre depuis 1 an en fait, en France, elles sont pas bien jouées. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas au tour 6 à égalité et vous dites c'est match nul. Non, si on arrive au tour 6, on est à égalité, il faut compter ce qui reste en points sur la table. Et ça, voilà, ça on le découvre ensemble, tous les deux, et puis Chabalou avait raison en fait. Donc, toutes les égalités du samedi n'auraient peut-être pas dû être des égalités. C'est sûr, c'était pas des égalités. Après, juste pour revenir sur une chose, là, Wilfried, tu nous dis c'est Coolmini qui le tranche comme ça, mais en vérité, c'est du rules as written sur le bouquin de règles, en vérité, ce dont on parle, l'égalité. C'est ni plus ni moins du read the fucking manual. Et donc, en fait, et là, pour le coup, c'est là où nous, on peut être mis en défaut, c'est de se dire comment on a pu accepter autant d'égalité alors qu'on savait que normalement, l'égalité est un cas très rare. Il faut vraiment que les mecs aient le même nombre de points sur la table. Donc, on va dire qu'il y a une proportion sur une ronde d'égalité. Si déjà on a une table en égalité sur 100, c'est beaucoup. Donc, en fait, nous, là où on peut être mis en porte-à-faux, c'est que nous, on n'a pas tilté là-dessus. On ne s'est pas dit que les gens ne maîtrisaient pas cette règle et on a rentré les résultats. Après, Aydarian, il est tout seul. Les mecs, ils arrivent tous avec 100 fiches. Donc, ils rentrent les résultats et ils ne se posent pas la question, quand ils voient une égalité, une deuxième, une troisième, de se dire, ouais, là, c'est pas bon. Donc là, pour le coup, nous aussi, on peut être mis éventuellement en défaut en disant, on aurait dû avoir cette action cette bonne réflexion de se dire que c'était pas logique, mais c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est pas un truc que Coolmini a tranché, c'est un truc que tous les joueurs auraient dû appliquer normalement. Au-delà de ça, je pense pas que ce soit réellement ce qui vous était reproché, c'est le changement de décision sur la manière de traiter l'égalité entre le samedi et le dimanche. Quitte à être dans l'erreur le samedi, je pense qu'il fallait poursuivre le dimanche sur le même portage. Pour moi, il n'y a pas eu d'erreur de traitement de l'égalité dans la mesure où il n'y a pas un joueur qui veut nous dire, nous voir en disant est-ce que ça c'est une égalité, et on lui dit oui, non, c'est une égalité ou pas. Les joueurs ont ramené leurs résultats, les joueurs sont censés venir en maîtrisant les règles, donc le joueur qui vient en nous ramenant un résultat d'égalité, nous en tant qu'organisateurs, on ne doit pas être là pour vérifier que les résultats sont cohérents, logiquement. Une fois que de manière qu'au niveau du scoring, ça a été saisi, c'est voilà ce que j'ai saisi, voilà ce que vous avez ramené, vous êtes d'accord? Non, c'est vrai qu'on aurait dû avoir la présence d'esprit de se dire c'est pas normal qu'il y ait autant d'égalité. Ça, c'est clair que c'est une erreur de notre part, mais on n'a pas tilté sur ce point-là. Mais voilà, maintenant, au final, on n'a pas changé le traitement de l'égalité au cours du tournoi
on a juste clarifié quelque chose qui n'avait pas été clarifié au début du tournoi. Là, pour le coup, et typiquement, je pense que c'est des choses qu'on met dans notre boîte à outils, dont on se rappellera pour les prochains. C'est absolument des points qu'il faut clarifier au début du tournoi, des rappels en fait. Il faut le considérer ça comme étant un rétex et voilà. Ouais. Globalement, ça s'est quand même bien déroulé. Ouais, ça s'est bien déroulé. Maintenant, c'est cette histoire d'égalité. Effectivement, il y a eu quelques récriminations qui sont remontées en disant ouais, le samedi c'est compté d'une telle manière, le dimanche c'est compté d'une autre manière. Alors, quand on entend ça, on se dit ouais, effectivement, bon, il aurait fallu traiter les choses de la même manière. Maintenant, la manière dont toi tu les expliques, effectivement, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas maîtriser dans l'absolu. Exactement. Et ça veut dire que si on avait tranché en disant attendez les gars, donc je prends l'exemple de Chabalou. Imagine si on tranchait la partie de Chabalou en lui disant attends, on va trancher ta partie en faisant du rule change, c'est-à-dire en disant que tu as une égalité alors que c'est pas le cas, parce que dans le tournoi, il y a des mecs qui se sont plantés et qui l'ont joué différemment. Mais on n'est pas responsable du fait que les gens l'aient joué différemment. À la limite, nous, on est responsable d'avoir rentré les scores et de ne pas avoir cogité sur le fait qu'il y avait trop d'égalité, c'était pas logique. Donc on aurait dû faire ça. Mais on pouvait pas sur ce tournoi, ça a été. Alors, ces parties, j'en ai fait quelques-unes quand même en un peu plus d'un an. C'est la première fois où j'arrive réellement à une vraie égalité, où on finit au même nombre de points de victoire et au même nombre de troupes, enfin, même valeur de troupes restantes sur la table. Quoi. Mais c'est la première fois sur, comme tu dis, plus d'une centaine de parties. Quoi. C'est, limite, on se demandait s'il n'y avait pas un problème, si on ne s'était pas loupé quelque part. C'est pas censé arriver normalement. Après, tu vois, nous, on le fait notamment sur les tournois 40K. Parce qu'on travaille, quand on fait du tournoi de 40K, on travaille avec la FEC, qui est la fédération de 40K. Et toujours en début de tournoi, on prend un papier en disant quels sont les points clés et les points élémentaires qu'il faut que les joueurs on refasse, tu vois, un rappel, la fameuse piqûre de rappel de début de tournoi, en disant voilà, ça se joue comme ça. À 40K, on dit voilà, n'oubliez pas les ruines, le premier étage est bloquant, n'oubliez pas ceci, n'oubliez pas cela, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas fait sur ce tournoi-là, parce que c'est aussi une première pour nous, un tournoi d'une grosse envergure comme ça. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on fera à l'avenir. C'est vraiment les rappels des points clés de la partie. D'autant que ce qu'on fait généralement, comme on fréquente beaucoup les joueurs aussi, c'est de ne pas hésiter à solliciter les joueurs pour leur dire remontez-nous pour vous les points importants qu'il faut que tout le monde connaisse. Parce que nous, forcément, on ne peut pas tout connaître. Moi, pour le coup, ça fait un moment que je n'y ai pas joué au jeu. Donc, tu vois, ça, c'est des choses que je n'aurais pas pu faire remonter de moi-même comme information. Le jeu a même pas un an. Que les gros tournois, il y en a dû en avoir plus de 50 joueurs. Il y en a 2 ou 3. Actuellement, on est au niveau 0 du rétex de tournoi. Parce que c'est globalement, avant celui-là, je pense que le plus gros tournoi, c'était l'Open de Paris à 40 joueurs. Je sais que pour lui, il m'a dit qu'ils avaient un tournoi d'une trentaine de joueurs en Bretagne, qui était un gros tournoi par chez eux. Après, je ne sais pas s'il y a eu des plus gros tournois entre les deux nôtres, c'est-à-dire une cinquantaine de joueurs ou plus. Mais globalement, on n'a pas encore un espèce de modèle type de déroulé de tournoi. Oui, mais ça va se créer de toute façon. Voilà, exactement. On va commencer à avoir. Je pense que le fait que Coolmini et Hornet soient là aussi, ça leur permet aussi, et j'espère que Jocelyn a pu prendre ces petites données à lui pour pouvoir faire des remontées d'infos justement au niveau du créateur du jeu. Ouais, je pense qu'il en a fait pas mal, Il a fait, moi je l'ai vu faire, il prenait beaucoup de notes, etc. Il remontait les informations. C'est difficile de se faire un rétex et de se dire toutes les règles sont connues par tout le monde ou sont universelles maintenant, comme tu peux avoir sur d'autres jeux 40K, X-Wing, on a tous des automatismes où là, ils ne sont pas encore créés en fait. L'égalité, les scénars des cartes, tous les scénars en fait, où tu as encore un peu de flottement et c'est normal dans un jeu qui a même pas un an, dans des tournois qui sont à 16-18 joueurs, où des fois, tu as les orgas qui font un peu leur tambouille, on fait notre propre tambouille, et au final, faut que ça se lisse en fait, il faut juste laisser le temps au jeu, et se dire, de toute façon, ok, c'est l'Open de France, le Master of Westeros, machin, mais ça reste de la découverte pour tout le monde en fait. Parce que Coolmini, ils sont là, ok, en tant que professionnels, mais ils sont là aussi en tant que observateurs. Et au final, même Coolmini, je pense, ne pourrait pas avoir toutes ces réponses le jour J. Surtout que pour leur trouver une excuse, c'est leur premier jeu compétitif. Voilà, aussi, ouais. À la base, ils ne font que du jeu de plateau. C'est Zombicide et compagnie, initialement Coolmini en note. Donc, il y a quelques beaux jeux de plateau, effectivement, bien chiadés niveau règles. Mais un jeu de cette envergure dans le jeu de figurines, dans le jeu de bataille, c'est une première pour eux, quoi. Et on a fait quand même aussi 350 matchs.
et il doit y avoir, allez, 5-6 problèmes d'arbitrage. Oui, non, c'est Aussi, oui, non, mais parce que on peut dire globalement, les joueurs l'arbitrage, ça entre eux porte étaient assez défaut, conciliants. mais il n'y a que 5-6 problèmes en fait. Donc les joueurs connaissent les règles, les joueurs savent jouer, les joueurs savent discuter entre eux. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, oui, il y a eu des petits soucis d'arbitrage, mais dans le grand ensemble du tournoi, il n'y a pas eu de problème en fait. Si tu regardes au cas par cas, tu fais non. En cas de bagarre, j'ai envie de te dire, ça peut vite être réglé. Tu prends un dé sur 4 ou plus, j'ai raison, et terminé, quoi. Ouais, mais vaut mieux discuter. Après, moi, j'ai vraiment aussi l'impression que, et notamment sur des questions de règles qui remontaient, je pense que globalement, peut-être 70% des questions de règles qui remontent, c'est juste de l'application stricte de ce que dit les cartes ou ce que dit le bouquin. Il y a beaucoup de questions de règles qui sont en fait des questions qui peuvent être juste traitées en ayant quelqu'un qui soit une tierce personne, donc qui est plus objectif que les deux joueurs, parce que le joueur A a son interprétation, le joueur B a son interprétation, mais si on prend un joueur C qui n'est ni engagé dans un des deux camps et qui va lire la règle, il va pouvoir dire non mais les gars, c'est écrit comme ça se joue comme ça. Et généralement, la majorité des cas d'arbitrage qu'il y a à traiter, c'est de l'application stricte de règles. Et après, il y a vraiment, je pense, 30% des cas où c'est un petit peu plus complexe. Parce qu'il y a encore des trous dans les règles, en fait. Il y a des espaces qui laissent beaucoup trop place à l'interprétation. Moi, je me suis fait. J'ai géré un cas d'arbitrage. J'ai dû répondre à une question et j'ai dit de la merde. Alors, en plus, j'ai été épaulé par Radagast, donc je l'accuse ouvertement de m'avoir soufflé. Parce qu'en gros, avec Aidarian, on s'était dit, ouais, on va partir se reposer sur l'arbitrage. On se reposera quand même sur LGH, sur Radagast. sur les frères Fossé, voilà, qui sont des joueurs aguerris et qui vont pouvoir nous orienter aussi. Et donc j'avais Radagast qui était pas loin de moi, et il y a Looper, j'accuse Looper d'être venu me voir avec l'allemand. Il vient me voir avec ses cartes Stark, et il y en a une, le trigger, c'est when you roll, donc le trigger était en anglais, donc c'était quand tu jettes tes dés d'attaque, et l'autre, il avait la carte en français, c'était quand tu jettes tes attaques de mêlée. Donc en fait, le trigger est le même, mais déjà, il montre une carte française, une carte anglaise, et j'ai pas eu la réflexe de lui dire montre-moi 2 cartes anglaises, qu'on vérifie bien les vrais triggers en anglais. Et il me dit regarde, mais si, c'est comme ça que je joue en club. En plus, Looper, je le connais un peu, c'est un joueur qui est pas un escroc, donc voilà. Il me dit regarde, si, c'est comme ça que j'ai joué en club, etc. L'allemand, il me dit non. Moi, je dis à l'allemand, je dis bah ouais, mais le trigger est différent, le wording est différent, on le joue différemment, cassez-moi pas les couilles, tirez-vous. Et je demande quand même à Radagast, je dis Radagast, c'est d'accord, le trigger est différent. Il me dit ouais, effectivement, c'est pas très clair, mais le trigger est différent, ça se joue comme ça. Donc ils ont joué leur partie comme ça. Il faut savoir que Looper, c'était la 2e fois qu'il venait me voir pour le même truc, parce que le joueur faisait une réclamation par rapport à ça. Et en fait, c'était la dernière partie de la journée. L'Allemand, il a fini sa partie, il a été voir ses petits copains allemands. Ils ont sorti les facs, les mecs. Et ils sont venus me voir à la fin avec les facs et ils disent bah ouais, t'es gentil l'arbitre, mais bon, tu dis des conneries quoi. Et c'était le cas en fait. Et effectivement, sur la fac, c'était tranché que c'était le même trigger en fait. C'était considéré comme le même trigger. Donc voilà, pour le coup, là, tu vois, il aurait fallu que j'aille chercher dans les facs, etc. Sauf que je ne l'ai pas fait. J'ai pas eu cette démarche intellectuelle d'aller approfondir la recherche de règles et j'aurais pu le trancher de façon plus judicieuse. Maintenant, il y avait Radagast qui est quand même un top player FR et il a quand même dit oui, c'est comme ça. Voilà, donc, mais quand tu as dit n'importe quoi, tu l'as dit avec assurance. Et par contre, effectivement, j'ai cette faculté, si je dis n'importe quoi, je le dis avec l'assurance qu'on croit vraiment que c'est voilà, écoute, déjà, il y a 90% du boulot qui est fait, c'est que c'est bon alors. Exactement. Donc voilà, donc pour le coup, moi j'ai tranché un ou 2 points de règle et je les ai mal tranchés, donc je dis foutez-moi la paix, c'est Aidarian l'arbitre en chef, donc vous voyez avec Aidarian parce que moi je vais vous dire des conneries et ça va créer des frustrations au niveau des joueurs. Il y a eu quelques remontées sur le choix de bloquer le top 4. Ouais. On va en parler justement du top 4. D'ailleurs, c'est Aidarian qui va en parler parce que c'est son idée. Ouais, c'est notre idée à nous. Mais l'idée, elle part du postulat que quand tu joues la finale, donc tu es 2e ou tu es premier à ce moment-là, tu perds la finale, en ronde suisse, tu te retrouves 6e ou 7e. Et ça, en tant que tournoyeur, pour l'avoir partagé avec beaucoup de mecs, c'est très frustrant en fait, de te dire que tu vas jouer pour la victoire, tu vas tout donner, tu vas avoir la pression de la victoire, et au final, sur la ronde suisse, sur tout ce qui va se passer après, au final, tu termines à une pauvre 5e, pauvre 6e place, donc ça te fait sortir
de tout ce qui peut, de dotation en lot, de classement, de prestige, entre guillemets. Et tu te dis, mais attends, je joue la finale, je termine 6e, tu as des mecs qui étaient complètement hors du coup et qui se retrouvent 2e. Donc tu fais, ouais, non, c'est pas terrible, quoi. Au niveau équité, niveau pression, c'est un peu frustrant. Donc on est parti déjà depuis l'an dernier avec Alex sur le Master and Commander à 40K. On avait figé un top 8 pour se dire, bah écoutez, vous êtes dans les 8 premiers et maintenant vous en bougerez plus. Parce que voilà, on trouve ça plus équitable en fait pour les mecs qui vont jouer les finales, qui vont jouer les top places avec la pression. Parce que c'est plus facile quand tu n'as pas de pression d'aller sur la dernière ronde et tu fais, de toute façon, si je gagne, je suis 2e. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va figer, on va l'expliquer. Là, il y a une erreur, parce qu'on n'a pas expliqué en amont de ce qu'on allait faire. Et c'est pour ça, je pense que le jour J, ça a un peu rouspété. C'est qu'on aurait dû faire le mail et on pensait qu'il était parti, en fait, ce mail-là. Et je ne l'ai pas mis dans le guide du joueur de Westeros. Et donc, c'est pour ça, je pense que le jour J, tout le monde s'est dit, mais pourquoi vous figez le top 4 ? Alors que pour nous, même, on l'avait expliqué à Cool Mini, bien en amont, on lui avait dit, prépare des lots pour 4. Parce que on va faire le top 4, comme ça, de toute façon, le 4e, il ne se retrouvera pas avec la place du con. Ça sera le 5e. Voilà, ça sera le 5e. Je pense qu'il y a une divergence de philosophie et Cool Mini or Not se rapproche énormément justement dans son rule pack de ce que fait FFG. Et quand on fait un top 4 dans les jeux FFG, c'est pas du tout la manière dont vous avez procédé. C'est effectivement, tu fais ton tournoi. Ils ont juste ramené les lots pour le top 4. Ouais. À aucun moment, ils nous ont dit faites un top 4, les gars. Nous, non, attention. Justement, je voulais rebondir sur ça, Julien, parce que je l'ai entendu notamment dans la vidéo précédente que vous avez faite. À aucun moment, Cool Mini n'a eu son mot à dire sur l'organisation du tournoi, sur les choix tactiques, sur les choix techniques, sur les choix logistiques. Ils ne sont intervenus en rien. On lui a dit notre tournoi, ça sera ça se passera à telle date. Il est venu le samedi matin. Il a eu son mug, son t-shirt, il a découvert la salle comme tout le monde, il a découvert l'organisation comme tout le monde. Donc à aucun moment, Cool Mini n'a interagi avec nous sur l'organisation du tournoi. C'est important de le dire parce que je sais que toi, tu en as parlé justement, peut-être qu'on avait été influencé par Cool Mini, c'est absolument pas le cas. Hein. C'est vraiment les décisions qui ont été prises, c'est les décisions de Aedarian et de moi. Je rebondis sur notamment le top 4 pour continuer à illustrer les propos de Aedarian. Je pense que le défaut majeur qu'on peut nous imputer sur le top 4, c'est de ne pas l'avoir communiqué en amont. Ça, pour le coup, voilà. Il faut savoir que le top 4 n'impacte sur le classement que 2 joueurs. Donc, en vérité, il y a 2 joueurs qui sont légitimes à se plaindre du top 4. C'est Newman et son frangin, parce qu'ils sont respectivement 5e et 6e, au lieu d'être 2e, 3e et 4e. C'est pour ça qu'il aurait fallu créer réellement un cut. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'à la 6e ronde. Et là, il fallait faire un cut. Enfin, même pas, non, il fallait s'arrêter à la 5e ronde. Faire un cut, c'est-à-dire que pour tous les autres, le tournoi s'arrêtait là, vous extrayez vos top 4, puis continuez en élimination directe. Et par contre, effectivement, les 96 autres joueurs qui, eux, n'avaient plus rien à faire, pouvaient faire des parties, continuer, mais ça ne comptait plus pour le tournoi, en fait. Je pense, comme tu le dis, il y a des solutions à apporter. Nous, il faut savoir que notre postulat de base, pourquoi on décide de faire un top 4, c'est ça qui peut-être qui est intéressant. Maintenant, moi, ça va faire peut-être. Je fais du tournoi sur Warhammer 40 000 depuis globalement 2014-2015, donc ça fait 4-5 ans. Et notamment sur ces 2 dernières années, je fréquente beaucoup les tournois. Je suis à l'ETC, j'ai pris pas mal d'expérience en termes de pratique de tournoi. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment sur les tournois solo, qu'il y a toujours tendance à avoir des joueurs qui sous-marinent et qui popent dans le classement sur la dernière ronde parce qu'ils n'ont pas affronté les joueurs de prestige, parce qu'ils n'ont pas affronté les gros clients. Et donc, nous, ce qu'on ne veut pas, en fait, c'est de se retrouver avec un podium de joueurs, avec même un joueur sur le podium ou un joueur dans le top classement. Et c'est un mec qui a peut-être perdu sa première partie et qui en fait a affronté du bas milieu de classement tout le truc et qui en fait tombe sur sa dernière ronde sur sa partie, a un petit peu de chance sur sa dernière partie et en fait se retrouve au niveau top classement alors que c'est peut-être pas légitime par rapport à d'autres qui depuis le début se sont tapés que des gros. C'est tout l'intérêt justement de faire le top 4 et de cutter. Sauf que là en fait vous n'avez pas fait le cut, vous avez fait juste le top 4
et tout en laissant le tournoi, enfin le classement perdurer. Alors certes, vous avez figé effectivement votre top 4, mais normalement, le classement pour tout le monde aurait dû s'arrêter là. C'est-à-dire qu'au moment où vous extrayez votre top 4, le classement reste figé, donc on a votre 1, 2, 3, 4 là, mais le premier du championnat, enfin du tournoi, n'est pas forcément le champion. Il sera déterminé à l'issue justement de ce top 4. Donc le top 4 va se faire, notamment si vous faites un top 4 justement, se fera en 2 matchs. Donc il y aura d'abord un match avec le joueur 1 et 3 et le joueur 2 et 4 par exemple. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Les perdants sont sortis du truc et ne s'affronteront pour la finale et pour le titre que les 2 gagnants de ces 2 matchs. Ouais, mais dans ces normalement, cas-là, c'est cette manière-là tu enlèves que ça se fait. 92 joueurs. Et ces 92 joueurs, ils sont là quand même pour jouer, ils ont envie de jouer, et on ne peut pas leur dire, bah non les gars, c'est pas parce que vous avez perdu que vous jouerez plus. Après, voilà, c'est un parti pris qu'on a. Alors c'est Ouais, là où mais tu pouvais justement créer un side event. Ouais, mais le side Écoutez, event, pour voilà, 2 vous faites ces rondes, 2 il n'y scénarios-là. a pas de Mais réel intérêt. Ça peut être une piste intéressante, hein, ce que tu dis, Julien. Il faut qu'on étudie les pistes. Notre but, c'est vraiment de trouver la façon la plus pertinente de classer les joueurs. Là, on s'est dit, OK, arrivé à la 6e ronde, le mec qui joue la finale et la petite finale, ils sortent pas de la première à la 4e place. Nous, c'était important pour nous de partir sur ce principe-là. Donc, ça peut créer des frustrations en se disant que bah ouais, le 3e et le 4e, ils ont 5 wins, une lose, une égale. Et le 6e et le 7e, ils ont 6 wins et une lose. Donc effectivement, ça crée une incohérence par rapport à ça. Néanmoins, bah, le 3e et le 4e ont affronté le 1er et le 2e. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant de pouvoir dire aussi que le 1er du tournoi, il a mis une boîte au 2e et au 3e. Ce qui n'aurait pas été le cas si on n'avait pas figé le top 4. Parce que pour le coup, en fait, le premier aurait mis une boîte, donc il aurait mis Walou, il aurait mis une boîte à Radagast à la 6e ronde, et après, il aurait mis une boîte à LGH, mais LGH sortait du top. Donc en gros, le deuxième, le deuxième c'est Radagast, mais le 3e et le 4e, c'était des joueurs qu'il n'avait pas forcément affrontés. Donc là, sur cette ronde, en fait, c'est soit, effectivement, on ne faisait pas de top 4 du tout, mais maintenant, sur 100 joueurs, même je trouve que vous avez été plus que sympa en ne faisant qu'un top 4. Ouais. 100 joueurs, vous auriez même pu faire un top 8, voire. Ouais, exactement. C'était ce qu'on s'était dit avec faire le top 8. Ouais. C'était très légitime en termes de. Moi, je transpose par rapport à ce que je connais sur d'autres systèmes de jeu et ça aurait été légitime et faisable. Là, on avait après, peur avec comme un tu top dis, les 8, autres joueurs qui sont sur le côté, fallait peut-être les orienter sur un side event et remettre le système de défi. Tant pis, il n'y a plus de classement. Mais vous remettez votre système de défi pour donner de la notation. Après, je sais que là, vous avez eu des défections au niveau de vos partenaires et que vous n'avez pas récupéré non plus tout ce que vous auriez voulu. Après, je tiens à préciser juste une chose, c'est que Loïc et Johan méritaient quand même leur place dans le top, hein, dans les 4 premiers. On a beau dire là. Tu propos en l'air, il fallait pas le dire, bordel. Non, si, parce qu'ils vont dire ouais, comment ça, on mérite pas nos places et tout. Les frangins, vous méritiez de toute façon d'y être. Ils sont très très bons. Mais c'est vous qui avez perdu au ranking, quoi. Voilà. On vous fera un cadeau. Allez, Darian, il vous dédicacera un t-shirt. Ce sera génial. Non, après, pour revenir à ça, l'idée, enfin la difficulté, c'est de trouver à la fois une méthode de classement qui soit le plus pertinente possible, en limitant l'aléatoire des rencontres de ronde, etc., etc. Et en même temps, trouver une forme de classement qui ne va pas délaisser les joueurs en se disant, et justement, Bourrin le disait pendant votre vidéo précédente à juste titre, ouais, mais tu perds une partie, t'es plus dans la course, quoi. Alors, dès l'instant où il y a plus de 5 parties, plus de 5 rondes, non. Ce qui est punitif, c'est quand tu fais seulement 3 parties sur la journée. Là, t'en perds une, tu sais quoi, laisse tomber, ton tournoi, il est mort. Ouais. Sur 5, tu peux te permettre de te cutter une fois et gagner ou de perdre modérément sur une. Exactement. Après, moi, l'idée dont j'ai parlé peut-être à Darian, c'est une piste, hein, c'est peut-être foireux, c'est peut-être pas. C'est justement à la fin, éventuellement, de cette 6e ronde, figer le classement, comme tu l'as dit, avec un top 4. Et en fait, proposer des tops selon le classement de jeu. C'est-à-dire qu'on a un top 4, on a les joueurs qui vont jouer pour la première et la 4e place. Après, on pourrait faire jouer sur un top 10 les joueurs qui jouent de la 5e à la 10e place. Après, on fait jouer un top 20 pour les mecs qui jouent du 10 à 20. Après, on fait jouer un top 50 pour le 20 à 50e et le top 100 pour le 50 à 100. Ce qui nous permet, en fait, à la fin du tournoi, d'avoir des premiers de chaque top. En fait, tout en ayant un classement cohérent, en se disant, ben, moi, j'ai fini premier, moi, deuxième, moi, troisième, moi, 6e, moi, 15e, moi, 20e. Oui, mais nous, on a récompensé aussi les joueurs qui se sont sortis du lot par rapport à leur classement et à leur niveau.
Donc en l'occurrence, peut-être le premier du tournoi, c'est le gagnant du top 4. Après, on a un gagnant d'un top 10, un gagnant d'un top 20, un top 50 et un top 100. Ce qui fait qu'on a plus ou moins Surtout 5 que gagnants de top. au niveau du classement, entre le 30e et le 70e, j'ai envie de te dire, on garde un niveau de jeu quasiment équivalent. C'est ce qu'on va appeler le ventre mou. Et c'est très très dur. Enfin, c'est des gens qui sont restés dans cette masse et qui ont eu énormément de mal à s'en sortir. Et on garde un niveau, le 70e est pas forcément plus mauvais que le 30e en fait. Hein. Bien sûr. Clairement. Non, mais après, de toute façon, la ronde suisse reste le meilleur système. Oui. Mais nous, on préfère récompenser les mecs qui jouent les finales, en fait, qui jouent les premières places sur la dernière ronde et pas sur le classement final parce que tu as sous-mariné. Alors, je dis pas que les frangins ont sous-mariné, parce que c'est pas le cas du tout. Mais on sur finit d'autres tournois, 5e ou ça peut 6e, arriver. il y a un petit peu de submersible dans l'air. Mais nous, on a fait des tournois où on a fait les plus beaux sous-marinages qui puissent exister, en fait. Tu n'affrontes que les derniers ou les moins bien classés. Tu arrives à la dernière ronde, tu mets une pile au mec et tu fais un pouf. Allez, je suis sur le podium, c'est bon, ok, personne n'est là, voilà. Et c'est ça qu'on veut un peu éviter. Ou quand tu joues la finale, tu termines 5e, 6e. Tu as un peu de frustration quand même pour avoir joué tous les tops. On a vraiment senti aussi sur l'avancée du tournoi. Alors, passé la première journée, quand tu étais dans les 10-15 premières tables, en termes de niveau de jeu, il y avait quand même des gros clients. Les mecs étaient vraiment, enfin, tu sentais on le savait, on les connaît, les noms des mecs qui viennent pour la win et qui veulent prétendre à avoir le master du tournoi, quoi. Et on sentait vraiment qu'au fur et à mesure, on avançait dans le dimanche, les tables, le niveau de jeu, il laissait plus de place aux erreurs. Vraiment, moi, j'ai assisté à la game de Radagast contre Bourrin. Ils étaient à 4 wins chacun. Matin, ouais. C'était sur la table 1, ronde 5. Franchement, j'ai vu le niveau des joueurs m'a laissé sur le cul, quoi. Les mecs, ils maîtrisent le jeu, ça déconne zéro. Pourtant, on était sur le scénario des cartes. Les mecs, ils ont commencé à jouer, ils ont fait un peu les queeneuses. Ah, le scénario, l'aléatoire, ça va jouer sur un jet de dés. Mon cul, rien du tout. La partie, elle s'est jouée jusqu'au bout. Ça s'est fini à 18-15. Et ça a été hyper serré. C'est la première fois que je suivais une partie pendant 2 heures comme ça. J'ai regardé des mecs jouer pendant 2 heures, ça ne m'arrive jamais. Même à 40K, je ne regarde pas, etc. Et là, pour le coup, j'ai été happé par la partie, par ce que chacun faisait, etc. Donc, il y avait un vrai niveau de jeu. Et pour moi, c'est ça qu'on veut absolument récompenser quand on arrive sur un top 4. C'est de se dire, OK, les 4 là qu'on a, c'est des gros clients en termes de niveau de jeu. Et ils ont clairement leur place sur un podium. Donc, on n'a pas envie de les éjecter au profit d'un mec qui a peut-être un petit peu moins de niveau. Là, pour le coup, ça n'aurait pas été le cas. Vraiment, pour le coup, ce n'est pas le bon exemple, le Master of Westeros, parce que c'était les frangins qui auraient pris la place. Et pour le coup, ils étaient tout autant méritants que LGH et que Jamie. Mais voilà, donc c'est un choix qu'on a fait. Maintenant. Le choix, il n'est pas discutable. Et moi, justement, je le trouve très pertinent de décider de faire un top 4. Et je dis, vous aurez même presque pu pousser sur un top 8. Ouais, c'est juste la mise en forme qui mériterait d'être vu. Et... Voilà, c'est la communication là-dessus. Ouais. Alors, il faut savoir que en fait, ça n'a pas été mis dans le rules pack, mais moi, il me semble, du coup, je suis plus sûr, j'ai un doute. Il me semble, c'est moi qui envoie les mails sur T3, et il me semble l'avoir dit dans les mails T3. Mais du coup, vu que personne n'avait l'air au courant, j'ai un doute sur ce que il faudrait que je les ressorte. Mais il me semblait l'avoir écrit dans un des mails. Mais je suis plus sûr maintenant de l'avoir fait. Parce que nous, on en avait déjà parlé avec Adrien. Donc là, pour le coup, le manque de communication, c'est vraiment de ma part, parce que c'est moi qui dois me charger de communiquer ce genre d'éléments. Donc là, pour le coup, c'est imputable à ma gueule, parce que c'est moi qui aurais dû diffuser l'information. Et il me semblait l'avoir dit sur les mails de mise en place de rules pack, en rappelant les horaires, etc. Mais voilà, donc si je l'ai peut-être oublié, voilà, c'est une erreur de ma part. Pour le coup, c'est vraiment une erreur de ma part en termes de communication. C'est moi qui suis responsable de ça normalement. Déjà, on l'annonce le samedi matin. On aurait pu l'annoncer le dimanche après-midi, après la fin de la ronde 6. Là, je pense qu'on nous balançait les figs. Quoi? C'est quoi il y a possibilité que ça se finisse comme ça, oui. Ouais, après, encore une fois, il y a 2 joueurs qui sont impactés par ce truc-là. Hein. Au final, il n'y a que 2 joueurs. Ouais. Et c'est des copains, donc ça va. Ça va. En votre décharge, là, je suis en train de regarder le Tournament Guidelines, là, et il n'est pas précisé effectivement la manière dont tu dois ordonnancer ton tournoi là-dessus. Non, c'est pas. Sur tous les autres jeux, que ce soit Wilfried ou moi, on vient d'autres univers, que ce soit Assaut sur l'Empire ou Armada pour moi. Dans le règlement de tournoi, c'est bien précisé à partir de combien de joueurs tu es censé faire un top et de quelle manière tu dois le faire. Parlons de la finale. Ah! Alors la finale, petite déception, je pense, de votre côté, de ne pas avoir pu la filmer. Du mien surtout, parce qu'Aed, il n'a pas trop suivi la finale, lui. C'était vraiment...
Moi, c'était vraiment. Clairement, je te le dis très sincèrement, ça a été ma déception du tournoi. C'est pas de la faute des joueurs, c'est pas de la faute. Je veux vraiment remettre la faute sur personne. C'est un ensemble de bullshittery qui s'est condensé au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, c'est vraiment un mauvais timing, mauvais tout. J'avais vraiment, vraiment envie de proposer ça à la communauté, notamment sur le fait qu'en plus, on nous demande énormément de la vidéo autour du jeu de Trône de Fer sur Commander TV, du rapport de bataille. Je me suis dit, putain, c'est l'occasion, on va avoir la finale du Master of Westeros. Il faut qu'on la filme un peu en mode rapport de bataille sans gêner les joueurs dans leur interaction. Mais il faut qu'on la filme et qu'on la diffuse. Et donc normalement, moi ce que j'avais prévu, c'était de contacter un autre YouTuber qui était Pierrot de OTV, qui devait venir installer tout le matos, etc. Et la filmer mode un peu comme si on filmait un live avec un commentateur, etc. Et puis après la rediffuser. Pierrot est pas venu pour des raisons personnelles à lui. Il m'a annulé bien avant l'event, donc je savais qu'il venait pas. Et on a activé Marc, qui est la personne qui filme les dernières vidéos de la chaîne et qui réalise, et qui lui est venu, qui a filmé d'ailleurs, c'est lui qui a filmé et réalisé le petit vlog de présentation du tournoi. Et on s'est dit, ok, on va filmer cette finale. Donc on a mis les micros aux joueurs, on a installé le truc et tout. Et en plus, je l'ai annoncé, je l'avais annoncé pendant le tournoi. J'ai dit, la finale va être filmée. J'étais content, tu vois. Le mec, il était fier, il était tout fier, il va filmer sa finale. C'est génial, un rapport de bataille gratos pour la chaîne, tu vois, c'est trop cool. Donc j'étais tout content, on a mis les petits micros, machin. On s'est dit, on va leur filer 15-20 minutes de plus. Donc j'ai vu avec Marty pour avoir 15 minutes, mais moi je lui ai dit aux joueurs, vous avez 20 minutes de plus. Je lui ai dit, c'est bon, je gratterai 5 minutes de plus à Marty à la fin, il ne les verra pas passer. Donc j'ai dit aux joueurs qu'ils avaient 20 minutes de plus, ce qui nous a permis en fait au début de prendre le temps de présenter leurs armées, etc. etc. Et puis je me suis dit, et puis ça va peut-être être cool en plus à la fin, parce que je me suis dit, il va rester que leur table, et les joueurs vont genre un petit peu s'agglutiner vers leur table. Ça va faire, tu vois, c'est la cage, quoi. C'est la bataille finale. Donc ça pourra avoir un petit effet effervescent qui sera sympa à montrer à la vidéo, etc. Donc voilà, tout ça était un petit peu plus ou moins scénarisé, ça allait le faire, etc. Sauf qu'il y a une donnée que j'ai pas pris en compte, c'était que la finale s'est pas bien passée en termes d'ambiance. Que un des deux joueurs, donc Walou, était pas du tout à l'aise sur l'exercice vidéo. Donc en fait, je l'ai vu de suite quand je lui ai expliqué, voilà, on va filmer la finale, etc., etc. J'ai senti de suite qu'il a commencé à se décomposer. Moi, j'ai essayé vraiment de le mettre à l'aise, disant mais t'inquiète, on va pas interagir sur ton jeu, on va filmer les figurines. Enfin voilà, on va vraiment. En plus, à 15h30, la tireuse à bière était à sec, donc ça n'a pas aidé. Ouais, bon voilà. Après, bon voilà, effectivement. Mais donc voilà, j'ai essayé de le mettre en confiance, mais j'ai vu qu'il n'était pas à l'aise, mais il a dit ok, c'est pas grave, je vais jouer le jeu, je vais me prêter à l'exercice, je vais m'adapter, etc., etc. J'ai senti aussi qu'il s'attendait pas à se retrouver à jouer sur une table finale, et il m'a même confié qu'il aurait préféré être dans une table un peu plus loin, quitte à pas être filmé. Donc voilà, je pense qu'il n'était pas prêt psychologiquement à jouer une finale et à se faire filmer en même temps. Donc ça déjà, ça a mis une grosse difficulté. On s'est regardé avec Marc, on s'est dit il faut vraiment qu'on le mette à l'aise, qu'on lui explique qu'il ne stresse pas, qu'il joue sa partie comme si on n'était pas là. Face à lui, il y avait LGH. Alors LGH, LGH, c'est LGH. Je sais comment il joue. LGH, c'est un mec qui vient de battle, c'est un compétiteur, c'est des mecs qui mind, c'est des mecs qui sont... c'est pas des mecs qui sont chiants ou quoi, tu vois, mais c'est des mecs en fait qui te mettent sous pression de jeu avant même d'avoir jeté un dé. C'est-à-dire que, mais sous pression de jeu, pas méchamment ou quoi, c'est hyper insidieux. Je sais comment il fait, moi je l'ai grillé. Ça fait partie aussi du jeu, quand tu fais de la compétition. Exactement, quand tu arrives sur une table finale, pour moi c'est hyper important cet aspect-là, tu vois. Et je pense que Walou n'était pas prêt non plus à encaisser ça. Et donc le fait qu'on lui impose la vidéo et qu'on lui impose LGH... Le gars était pas prêt. C'est parti un peu dans une ambiance un peu sud-américaine, le truc. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un petit litige et ils se sont braqués. Walou s'est un peu braqué sur son tempérament, sur sa façon de communiquer, etc. Et puis ça n'a fait que creuser. Donc au début, quand j'ai vu que ça braquait. En plus, moi, à partir du moment où je me mets en tant que caméraman, je vais filmer Kikoulol, je suis animateur, Commander TV, c'est génial. Je peux à aucun moment intervenir en tant qu'arbitrage. Ça, je peux pas me le permettre. Je veux dire, là, c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, je peux pas arriver et dire, ok, non, les gars, c'est comme ça que ça se joue. Toi, t'as raison, toi, t'as tort. Donc moi, je dois absolument me délester de ce rôle d'arbitrage. Je suis allé voir Aed Ariane, je lui ai quand même fait du pied. Je lui ai dit, Aed, elle va partir en couille cette partie. Je lui ai dit, garde un œil dessus quand même, voilà.
Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a commenté sur votre précédente vidéo en disant il faut un arbitre fixe sur ce genre de table. Et c'est absolument vrai. Mais là, pour le coup, on n'en avait pas. Il faut un arbitre fixe à la table et ça aurait peut-être permis d'éviter ce genre de problème. Néanmoins, Walou s'est braqué. LGH, il a continué à faire du LGH. Donc, au bout d'une demi-heure de jeu, Marc, il m'a dit, il est venu me voir. Et Marc, il joue pas au jeu. Il joue pas au jeu, lui, il s'occupait de ses caméras, il s'occupait de filmer. Il est venu me voir, il m'a dit, Alex, il m'a dit, ça part en couille la partie là. Je dis, ouais, ça part en couille. Il me dit, on coupe tout, on arrête, on coupe tout. Moi, je me fais pas chier à filmer, à monter les trucs pour voilà. Et puis moi, je lui ai dit, ouais, de toute façon, moi, c'est pas une image que je veux montrer. Donc du coup, on a dit, ok les gars, on les a stoppés 2 minutes. On a dit, filez-nous les micros, rendez-nous tout, finissez votre partie. Vous avez le temps supplémentaire comme ça, comme on s'est engagé à vous le donner parce qu'on vous a fait perdre du temps au début de la partie. Mais on peut pas filmer cette partie, on peut pas la diffuser, c'est pas possible. C'est pas quelque chose qu'on veut montrer. Pour le coup, pour moi, ça a été ma déception du tournoi parce que je t'y tenais vraiment. C'était peut-être leur finale, mais c'était aussi ma finale. C'était la finale de mon event et j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose d'un peu extraordinaire. Et pour le coup, j'ai pas réussi. Donc voilà, après, moi, je pense que je suis fautif à mon niveau parce que pour le coup, j'aurais pas dû la filmer. En voyant que Walou était pas à l'aise avec l'exercice, j'aurais dû me porter directement sur la table de Radagast et Jamie, qui, je pense, ont fourni aussi une partie très intéressante, qui, pour le coup, était plus détendue. Au final, n'a pas permis qu'on la filme en vidéo. Après, il y avait, je pense, des trucs marrants à montrer, il y avait des trucs intéressants à montrer parce que au final, il y avait vraiment un truc psychologique. Il se passait un truc psychologique autour de la table, vraiment. C'était assez intéressant à voir comment ça se passait. Après, c'est aussi un enseignement pour ceux qui veulent se mettre justement sur le jeu compétitif où il y a une part, comme tu dis, de prise d'ascendant psychologique parfois sur l'adversaire et avec des petites phrases à la noix, genre ah tu joues ça, ah, c'est rigolo, ou, c'est intéressant que tu fasses ça. Ouais. Mais la première fois qu'on le vit, on s'y attend pas en fait à ce qui se passe. Et je pense que Walou, ce qui lui est arrivé, après, ouais, tu t'y attends pas en fait de te dire mais merde, qu'est-ce que je fais là, ouais, je sais jouer, mais je pense pas que je vais jouer la finale. On te dit bah tiens, tu vas être filmé, on va te filer les micros. Moi, je me mets à sa place en fait, et tu te dis ouais, c'est peut-être un peu trop. Et après, t'as le grand gaillard de LGH qui te fait ce Commedia dell'arte. Ouais, j'ai aucune chance et tout, machin. Tu vas gagner, il n'y a pas de jeu. Et au final, voilà, il sort ses petits pions après. Walou, il suicide ses loups, un truc comme ça. Donc, tu fais, ouais, ok, on va. Non, mais faut pas me parler de Walou, de ses loups et de ses palissades. Moi, je pense que déjà, il y a eu une frustration de Walou par rapport à un truc. Il a fait un move pensant protéger un loup d'une charge, rendant un loup inchargeable. Sauf que son positionnement a peut-être manqué un petit peu de précision et ça a permis à LGH de charger son loup, alors que lui s'attendait pas à se faire charger. Donc en gros, il a dit à LGH, il dit non, mais tu peux pas charger. Et LGH lui a dit bah si, regarde, je peux charger, etc. Et Walou a dit ouais, mais je me suis mis de façon à pas me faire charger. Et LGH lui a dit bah non, je peux te charger, tu t'es pas mis en position de pas te faire charger puisque je peux te charger. Donc, je pense qu'il y a eu une frustration de sa part et ça s'est pas fait comme il voulait. Et après, là où ça a vraiment commencé à se dégrader en termes d'ambiance, c'est quand il décide d'utiliser ses berserkers pour charger les arbalétriers Nightwatch. Il y a eu une mésentente dans le sens où Walou a demandé ce que faisaient les arbalétriers quand ils sont chargés, et LGH, alors moi j'ai pas entendu ce qu'a dit LGH, mais LGH lui a dit bah il faut un tir. Sauf que Walou a pas compris qu'il y avait shift et tir. Et ce qui a fait qu'avec les berserks, il déclare les arbalétriers, et LGH shift et tire, et en shiftant, il va se positionner pour se rendre inchargeable. Donc Walou, il perd une moitié de berserker carrément. En plus, il perd des berserkers, il rate son test de morale, donc en plus, il s'enfonce dans le truc et il se rend inchargeable. Donc là, en plus, Walou est pas content. Il lui dit bah écoute, tu m'as pas dit que tu pouvais shifter. Et LGH lui dit si, je t'ai dit que j'avais une action de tir. Donc il y avait une opposition en fait. Il y avait deux versions. Moi, j'ai pas entendu ce qu'il s'est dit. Donc je pouvais pas dire attendez les gars. Il s'est dit ça. Et puis je pouvais pas dire on a un arbitrage vidéo parce que imagine si je commence à devoir sortir ma vidéo, regarde, attends, écoute, t'as dit ça, ouais, mais tu l'as dit de telle façon, on s'en sortait pas. Donc j'ai pas pris le risque de sortir la vidéo pour vérifier qui a dit quoi. Néanmoins, Walou estimait qu'il n'avait pas été assez correctement informé des capacités de LGH alors qu'il lui avait demandé, et LGH estimait lui avoir donné les informations. Donc là, ça a commencé à s'enfoncer. Et du coup, LGH, quand il demande un truc à Walou en lui disant t'as une capacité pour faire ça, bah Walou lui dit bah je sais pas. Et donc là, j'ai commencé à voir ça. Non, mais je te demande pas si tu as la carte dans ta main. Est-ce que tu as une carte dans ton deck qui te permet de faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Bah je sais pas. Ah d'accord, bah, ok. LGH il dit bah ok, bah, je vais prendre l'application, je vais regarder ton deck de cartes pour vérifier. Donc du coup, on perd du temps, tu vois. Et puis après, bah, LGH, pendant que Walou il joue, il se barre.
il est à côté, tu vois, il y a ce côté un peu je m'en foutisme, tu vois, qui met encore le joueur sous pression. Et donc, et là, j'ai dit, ok, on arrête de filmer, c'est pas possible. Et non, le coup de grâce, le coup de grâce, ça a été, c'est à ce moment-là que j'ai dit, on arrête de filmer. LGH, il attaque avec, il y a une unité qui attaque et qui touche à 2+. Il charge une unité, il jette ses dés et il calcule pas que c'est de la 2+, il la calcule comme la 3+, et il dit à Walou, ok, bah t'as 4 sauvegardes. Donc Walou, il s'était sur ses boucliers Tully, il bloque un des 3, il bloque 3 saves et il rate une sauvegarde. Et une fois qu'il a fini de sauvegarde, LGH il dit, ah non, excuse-moi, c'était du 2+. Donc il revient sur ses jets de dés et il dit, t'as pas 4 sauvegardes, t'as 8 sauvegardes. Sauf que les dés étaient déjà jetés et enlevés, tu vois. Et il lui dit, je t'assure, il y avait 8 dés sur du 2+, parce qu'il avait jeté 10 dés. Il y avait 8 dés sur du 2+, t'as 8 sauvegardes, je me suis trompé. Si tu veux, on regarde la vidéo. Bon, moi, je me suis barré à ce moment-là, je me suis dit, je regarde rien du tout. Déjà, c'est hors de question. Et donc là, je me suis dit, là, ça va partir en couille, c'est obligé, parce que ça va rajouter encore du conflit, etc. Et pour le coup, en plus, j'ai senti que ça a énervé extrêmement Walou, mais quand il essayait de faire bonne figure, donc il a dit, ouais, ok, je jette ses 4 dés, il rate ses 4 sauvegardes, il fait un test de morale, il repère des gars, donc en plus, il perd la moitié de son socle, il perd énormément de types sur cette manœuvre-là. Je me suis dit, ouais, là, c'est chaud, ça craint. Et donc c'est là qu'on a décidé vraiment d'arrêter de filmer parce que ça faisait un petit peu trop, quoi. Sacrée partie, moi j'étais un petit peu déçu et puis j'étais un petit peu déçu pour les deux joueurs parce que j'aurais même aimé que eux ils passent une meilleure partie que ça. LGH semblait avoir beaucoup plus de relâche par rapport à ça. Walou semblait plus impacté psychologiquement par ce qui se passait. Donc voilà, on pouvait pas se permettre de filmer ça, c'était pas possible, quoi. Vous savez tout sur la finale du Master of Westeros. Voilà, c'est clair. Les coulisses de la finale. Ouais, grave, les coulisses de la finale. Une autre déception qui avait été remontée aussi, c'était la fermeture rapide du samedi soir et la non-soirée, entre guillemets. C'était prévu de 18h30 à 19h30, effectivement, de faire une session vidéo. Sachant qu'on a terminé avec une demi-heure de retard. Le temps qu'on installe un petit peu tout, il était 19h30. Et 19h30, le régisseur devait fermer la salle. Et surtout, c'est un employé communal, c'est un employé qui est donc payé par la mairie, qui a des obligations et qui a été avec nous depuis 7h du matin, 7h, 19h30. Je laisse imaginer sa plage horaire. Et il m'a fait, Martial, c'était 19h30. Là, on ferme parce que moi, je dois partir. En plus, j'ai des obligations extérieures. Donc là, 19h30, on plie bagage et vous restez sur le parking. Voilà. Donc c'est pour ça que ça se termine précipitamment. Je sais que c'est Bourrin qui a fait remonter la formation, il m'en a parlé et je lui ai dit en plus qu'on pouvait pas faire parce que je sentais que c'est le bon joueur convivial qui aime bien aussi se retrouver autour d'une bière, etc., etc. Et je lui ai dit qu'on pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas l'autorisation de la mairie de dépasser le créneau de 19h30. Donc là, pour le coup, on était vraiment bloqué par rapport à ça. Je vais rebondir sur une autre chose, Ender. L'année dernière, quand on a fait le Master and Commander, on avait un créneau pour durer un peu plus tard. On a proposé aux joueurs de rester de 19h à 20h et il n'y a personne qui est resté. Donc, quand on met le créneau, les gens ne restent pas. Et quand on ne le met pas, les gens râlent qu'il n'y ait pas. Est-ce que vous aviez une tireuse à bière? Voilà, je veux te dire. Ah ouais, on avait la tireuse à bière. C'est incompréhensible. Donc, je veux te dire, tu vois, Ender, au final, on s'y retrouve toujours. On est obligé de prendre des décisions et à un moment ou à un autre, la décision, elle sera critiquée parce que des gens, ils sont en désaccord ou non. Là, pour le coup, l'année dernière, on l'a fait et les gens n'étaient pas restés. Donc, on s'est dit, OK, on va faire un truc un peu fun autour de la vidéo. Ça va nous permettre d'avoir un moment pour filmer autour des vidéos. En plus, on avait une demi-heure de retard. Mais on pouvait pas le faire parce qu'on était cadenassé à 19h30. Et puis, en plus, je pense que même si on avait le créneau, je suis même pas sûr qu'on l'aurait fait parce que l'année dernière, quand on l'a fait, les gens sont pas restés. Bon, après, j'ai essayé de ramener quelques personnes. On a fait quand même une petite soirée. Gauche à droite. Bon, Bourrin devait nous rejoindre, mais Aedarian ne lui a rien indiqué. Merci. On discutait sur le parking en plus, tu vois. Et c'est après, on s'est perdu. Nous, on s'est retrouvés le soir, c'était sympa, on a discuté. On a râlé contre Aedarian sur le plateau stratégique, sur le terrain de jeu. Non, ça, vous aviez commencé le vendredi soir. Oui, c'était le vendredi. C'était le vendredi. Ouais. Ton déboire d'imprimante est finalement devenu un atout, puisque tu as enfin basculé sur TTT. On avait basculé sur TTT de base et j'avais testé le vendredi sur une imprimante posée à plat sur la table où ça marchait très bien. Et en fait, au moment où je la mets au sol, je pense que je mets mal le papier, ça fait du bourrage papier, c'est une catastrophe. Et du coup, le lancement de la deuxième ronde, j'ai des feuilles, mais c'est
ça s'imprime, il y a 10 lignes qui s'impriment, il y en a 5. Donc je fais non mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Et Julien vient me voir direct, il me fait non mais regarde, attends mec, tu connais pas la technologie, tu prends ton adresse, ton URL et paf paf paf, allez t'as tout le monde, ciao, bonsoir, c'est fini. Et voilà. Donc Tabletop TTT en fait je l'avais vu avec les joueurs d'X-Wing qui m'avaient dit mais te prends pas la tête avec ton fichier Excel. Donc c'est pour ça que j'étais allé sur TTT. On me dit il faut une connexion internet. Une connexion internet en 2020 c'est plutôt assez simple maintenant. Et je fais les entraînements chez moi, je regarde et tu te dis mais ce logiciel est magique en fait pour les pairings, pour tout. Outre le fait en plus qu'il te fait tout en ligne. Donc ça veut dire que même les joueurs peuvent s'inscrire, mettre leur score. Voilà, donc il y a tout un suivi. Ouais, c'est génial cette application. Et merci Julien pour les coups de main. Mais de rien. Ma surprise, ça a été de voir qu'il supportait clairement la 1.5.1 du Trône de Fer en fait. Ils sont assez réactifs. Ouais, les crushing et tout, et ça pour le coup, parce qu'en fichier Excel, un mois avant, t'as des sueurs froides quoi, à tout calculer. La Tabletop Théo, en fait, tu rentres les 100 joueurs, c'est un seul fichier et basta quoi. C'est très rapide. Tu reprends ton extraction du T3. En gros, ouais, c'est ça. Ça va très très vite. Et ça donne aussi un peu d'autonomie aux joueurs, ça les assiste un peu moins. Dans ton dernier live du 16 mars, tu disais que tu voulais peut-être récupérer aussi la liste de l'ensemble des joueurs. On ne pourra pas diffuser toutes les listes parce que, par exemple, on a tous les Allemands et tous les étrangers qui nous ont donné leur liste le jour J pour la correction. Donc, ils n'ont pas envoyé en mail. Walou, par exemple, n'avait pas envoyé sa liste par mail. Donc, j'ai pu la récupérer sur Discord. Donc, ça va, on a la liste du vainqueur. Jamie, c'est pareil, je l'ai contacté via T3 pour qu'il nous donne sa liste. Mais en fait, le top 4 n'a pas envoyé sa liste. Parce que Radagast et LGH, c'est pareil. J'ai dû aller les choper pour leur dire donner les listes. Donc, c'est un travail un petit peu minutieux parce que finalement, sur les 100 joueurs, on a 70 listes. Ce qui est déjà pas mal, 60 listes. Parce que le jour J, ça nous a permis de gagner un temps pour la préparation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit Marty, il m'a pas dit qu'il avait demandé aux joueurs de leur envoyer les listes. Donc moi, en gros, j'envoie des mails sur T3 en disant aux gens, vous amenez vos listes le jour J, on fera vérification. Et quand on commence à accueillir les gens, à distribuer les mugs, salut, c'est nous. Je l'ai dit la veille. Cool. Et il me dit, ah ben c'est bon, oui, enfin voilà, il m'a dit la veille quoi. Mais ouais, il a déjà donné sa liste. Mais comment ça, il a déjà donné sa liste? Les listes, on les récupère maintenant? Non, non, je les ai avertis, les gens. J'étais même pas moi-même au courant que les gens pouvaient envoyer leur liste. Marty m'en avait pas parlé, donc j'ai découvert quasiment le jour J quoi. C'est avec mon groupe d'orgas. Voilà, il y a des groupes parallèles qui se montent, tu vois. C'est ça. Mais on va pas te déranger pour ce genre de choses, tu vois. Et on s'est dit que ouais, finalement, 100 joueurs en une demi-heure, ça allait être compliqué. Donc on s'est dit non, on va faire l'envoi des listes, on va faire la correction parce que sinon on va mourir en fait. Et on a bien fait, je pense, de faire l'envoi des listes. Pour rebondir sur ce que tu disais, Ender, ce que moi j'aimerais faire éventuellement, c'est récupérer les 20 premières listes et faire un petit format vidéo dans le style de celui que vous faites, c'est-à-dire via visioconférence Skype, pour proposer en fait aux joueurs, en l'occurrence je sais les joueurs que je vais solliciter parce que c'est les joueurs de l'équipe Westeros Commander TV qu'on va amener à l'ETC, j'aimerais bien les solliciter à eux pour qu'ils nous fassent de l'analyse de listes sur un format vidéo, ce qui permettrait d'avoir un petit truc un peu méta sur le jeu qui change un petit peu de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Oui, donc ça c'est l'objectif de la chaîne, j'aimerais bien le faire d'ici les 2-3 prochaines semaines, ça va dépendre de pas mal de choses, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, donc voilà, ça serait le plan pour les listes. Ouais, ça serait génial, ça serait une super vidéo ça. Et d'autant que les Anglais, les Allemands, ils essaient de nous les racketter les listes. Hein. Il faut savoir que sur les fils Facebook, notamment, à chaque fois que j'ai fait des posts sur l'Open pour montrer la salle, pour montrer l'ambiance et tout, les premiers commentaires, c'est on peut avoir les listes, on peut avoir les listes. Les mecs, ils veulent nous racketter les Anglais, sur tous les systèmes de jeu, ils sont terribles là-dessus. On leur donnera que dalle. Exactement. Et qu'à leur balancer ma liste full dada là. En conclusion, de ce que j'ai retenu au niveau joueur, c'est globalement tout le monde est très satisfait du format, des 2 heures par partie, peut-être un manque d'arbitrage. Il y a un autre point qui a été abordé aussi, c'était peut-être éventuellement la participation financière par rapport aux dotations qui ont été données, quoi. Et le choix des dotations qui a été fait. Ouais. Pour la participation financière, il faut savoir qu'on part du principe, on s'est fixé une limite de PAF, c'est-à-dire que les PAF de nos tournois
sauf s'il y a des choses exceptionnelles qui sont à prendre en compte. On les fige à 45 euros. Les premiers tournois qu'on a fait étaient à 30 euros, 35 euros. Bon, l'Open de Paris qu'on a fait était à 20 euros, je crois, de mémoire. Oui, Mais c'était que sur une journée. Mais globalement, en fait, quand on fait des tournois à 30-35 euros, on se rend compte qu'on n'est pas en mesure financièrement de réagir en cas d'impondérable. Si on se retrouve, comme par exemple ça a été le cas à l'interrégion, on se retrouve à devoir louer des tables, ce qui n'était pas prévu. On apprend 3 mois avant l'event, ah ben non, ben la salle ne fournit que 50 tables, il nous en faut 90. Donc il faut qu'on loue des tables. Putain, il faut ressortir 1000 euros de tables, etc., etc. Donc en fait, il faut savoir que on est avec des tournois à 30-35 euros, on est extrêmement ric-rac à partir du moment où il y a un pépin, un impondérable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se le permettre. Ou alors on prend des risques. On prend des risques, entre guillemets, d'amateurisme en se disant, ouais, ben, on va faire quoi? On va mettre, on va devoir vraiment cutter sur le confort des joueurs à cause de ça. Ensuite, il faut savoir que les participations financières, et notamment l'organisation de tournois, c'est des choses, donc là pour le coup, sur l'organisation de ce tournoi, c'est l'association ACE et l'association Commander TV qui travaillent de mise sur ce tournoi-là. Il faut savoir qu'on s'investit énormément et que c'est aussi pour nos associations le seul moyen de rentrer un peu de finances. Donc il faut savoir que dans les participations financières qui sont données, il y a un petit peu d'argent qui repart sur l'association ACE et il y a un petit peu d'argent qui repart sur l'association Commander TV. Ce qui va permettre notamment à l'association ACE de pouvoir continuer à s'équiper en matériel parce qu'ils ont des tapis de jeu, ils ont des décors, ils organisent d'autres tournois, il y a plein de choses, ils font vivre leur association. Donc il y a une partie de cette participation financière qui part dans l'association ACE et il y a une partie qui part aussi dans l'association Commander TV, notamment par le fait que si un tournoi comme ça aujourd'hui peut être réalisé, peut-être voir le jour, c'est parce que la chaîne Commander TV fait le taf derrière, fait le taf de communication, fait le taf de vidéo, etc., etc. C'est énormément de temps, énormément d'investissement, énormément de matériel. Donc il y a aussi un peu d'argent qui repart au niveau de la chaîne et qui va nous permettre à la chaîne de continuer à exister, de s'acheter du matériel, des webcams, des micros, plein de choses, etc. Il faut savoir qu'on est absolument dans le biais associatif. Donc il y a dans les 45 euros de participation financière qui sont versés, il n'y a aucun moment, il y a une entité ou une autre qui prend du bénéfice là-dessus. C'est obligatoirement, ça part dans les associations, donc ça sert aux associations. Après, à côté de ça, il y a la petite marge de manœuvre qu'on se laisse en se disant s'il y a un impondérable, etc. Et notamment, ça aurait pu être le cas, et ça a failli être le cas parce que on n'était pas 100% en confiance avec Cool Mini, je te le cache pas. Non, mais on n'était pas 100% en confiance, notamment sur le fait que il y a eu un turnover au niveau du positionnement de Jocelyn qui s'est fait à peu près peut-être 2 ou 3 semaines avant le Master of Westeros. Et ce qui fait que Nathalie, je pense, a un petit peu s'est délestée de ce rôle-là. Et moi, quand j'ai commencé à la contacter 2 mois, 1 mois et demi, 1 mois avant l'event, j'avais plus de réponse de Cool Mini. Donc, tu vois, 1 mois avant l'event, on était dans le rouge parce qu'on n'avait plus de nouvelles d'Asmodée, plus de nouvelles de Cool Mini. Donc moi, pour la défense de Cool Mini, je pense qu'ils étaient dans la préparation du Fige aussi, peut-être un mois avant. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, je veux dire, à un moment, un petit mail, un petit message pour tu vois, pour rassurer. Oui, non, mais voilà, ça n'empêche pas. Voilà. Donc, on n'était pas serein non plus sur Cool Mini, on n'était pas serein du tout sur ce genre de choses. Faut savoir qu'aussi, on s'était engagé auprès de Asmodée, auprès de Cool Mini, auprès de l'atelier de Torek qui intervenait de leur payer l'hôtel. Donc, c'est pareil, c'est des choses dont on va se saisir du PAF pour leur payer l'hôtel à eux. Ils se déplacent, ils font vivre l'événement. On doit aussi, nous, défrayer ces gens-là un maximum dans la mesure du possible. Donc, on s'était dit, OK, on garde un petit backup aussi financier de se dire si Cool Mini nous plante, essentiellement, ce qui va nous rester, tant pis pour les associations, au lieu de gagner de l'argent un petit peu avec les associations, d'avoir des finances avec l'association, on va racheter du matériel, on va racheter des boîtes, tant pis, on rachètera des boîtes et on donnera des boîtes qu'on aura achetées. Donc, on a ce backup-là aussi avec le PAF qui nous permet de faire ça. Donc, aujourd'hui, clairement, les tournois Commander TV, les tournois quand on fera les choses en association avec l'association ACE, ils seront pas en dessous de 45 euros. On peut pas parce que après c'est trop ric-rac et puis c'est mine de rien, c'est un gros travail pour les associations, pour Aïdarian, c'est un gros travail d'organisation. Pour moi, c'est pareil, c'est un gros travail de com, ça nous pompe énormément d'énergie, etc. Donc, il y a un moment, il y a aussi pour nous un retour sur investissement en disant ouais, mais ça va servir à notre association, ça va servir à la chaîne. Donc voilà, c'est important. C'est vrai qu'on pourrait dire ok, on fait un PAF à 30 balles et puis on est ric-rac sur le truc et puis terminé. Mais dans quel cas,
nous, on n'y voit plus forcément l'intérêt de s'investir comme on s'investit. Parce qu'il faut aussi que nos entités, Ace et Commander TV, puissent aussi voir le jour par rapport à tous ces événements-là et puissent aussi tirer profit de tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, le PAF à 45 €, on estime que on est sur un événementiel de 2 jours. Il y a les petits déjeuners, le repas qui est fourni, la tasse, le t-shirt. Et puis après, il y a aussi l'environnement et l'ambiance de jeu qu'on va essayer de mettre en place par le fait d'avoir le support média, le support vidéo qui va aussi jouer sur tout ça, quoi. Donc voilà, vous avez vu, hein, moi, il y a ma famille qui fait bosser ma famille le week-end. Ma femme, elle bosse toute la semaine, elle vient bosser, servir les sandwichs, voilà, pour le week-end. Il y a des bénévoles aussi de l'association ACE qui sont là. Donc voilà, moi, je peux comprendre que pour certains, ça peut être un petit peu, ça peut paraître comme cher. Mais il faut voir tout l'investissement qui est mis derrière par l'association ACE et par la chaîne Commander TV, tout le travail qui est mis derrière. On sacrifie des week-ends en famille, on sacrifie plein de choses, etc. Donc pour moi, c'est aussi très important que ces tournois-là permettent de faire vivre nos associations. C'est un moyen de nous faire vivre en tant qu'association et c'est un moyen de faire vivre aussi Commander TV, c'est un moyen de faire vivre les Ace. Donc voilà, c'est ce qui justifie aujourd'hui le PAF de 45 € et de toute façon, les événements qu'on continuera à faire seront globalement pas en dessous de 45 €. Et on fera un maximum pour ne pas... On a dit qu'on jalonnait aussi à 45 € en disant c'est une somme, 45 € on comprend, donc on va faire en sorte que nos budgets rentrent dans les 45 €. Pour te dire, on était prêt à dépenser l'argent quand nous, on avait rentré dans des boîtes pour que les gens aient des lots si Coolmini nous plante. Voilà. On a eu la chance que Coolmini a assuré son rôle, donc ce qui nous a permis voilà, de pouvoir assurer le budget comme on le voulait, quoi. C'est surtout l'an dernier, en organisant l'interrégion, on fait un PAF à 35 € et en fait, on s'aperçoit que pendant un an d'organisation, on jongle avec les chiffres. On essaye à chaque fois on ne peut pas dépasser en fait. Donc, c'est trop ric-rac. Donc c'est pour ça que là, on s'est dit, de toute façon, on va se rajouter une petite marge, parce que cette marge, en fait, elle te permet de racheter des boissons, d'aller louer des tables, parce que l'an dernier, c'est pareil, quand la mairie t'annonce 2 mois avant l'event, ah non, on a plus de table, tu l'as expliqué, t'as besoin de ce backup d'argent pour te dire, on va le faire. Là, on aurait pu avoir besoin de table, on a fait venir les prestataires, on les fait pas venir gratuitement, en fait, les gars, ils viennent pas avec leur bonne volonté parce qu'ils habitent Grenoble, ils habitent Sens. Donc c'est pas c'est quand même des coûts pour eux. Pour qu'ils viennent, il faut qu'ils aient de l'intéressement. Après nous, nos assos, c'est pareil, elles récupèrent pas tellement. Là, ça s'est pas vu parce que pour le coup, oui, ça a fait un bid. On a acheté les costumes de la Nightwatch. Non, mais j'en parle parce que c'est Ace donc qui les a pris en charge. Et en fait, oui, ça c'est des sous. On a fait un bid. On s'est trompé. On n'aurait pas dû. Ils n'ont pas été bien rentabilisés. L'avantage, c'est que maintenant, ils appartiennent à l'asso Ace. Donc, on va pouvoir les ressortir à tous les tournois. Et c'est de l'investissement sur du long terme, on va dire. Mais là, pour le coup, oui, ils n'ont pas été bien investis. Donc, voilà. Là, c'est peut-être la petite erreur du tournoi. Si c'est des costumes, ça va, quoi. Pour le reste, non, il y a une belle dotation quand même. Les 7 rondes ont été bien dotés en défis. Tapis Crank Wargame, des boîtes de jeux. Des décors en maçonnerie, donc tout ça, c'est un coût aussi. C'est pas des choses, même si on a l'impression que c'est du partenariat, c'est des choses où l'argent elle sort à un moment donné. Donc tout l'argent vient de là en fait, vient des paves, vient de tout. Les t-shirts et les mugs aussi. On a beau dire que c'est pas grand chose, mais faites les comparatifs sur les sites internet, vous allez sortir vos 12 balles au moins pour les deux, voire 13 €. Ouais. Votre bilan par rapport à l'ambiance, par rapport aux joueurs, par leur implication dans le jeu? Le bilan, globalement, il est positif, voire il est très positif en vérité. Moi, j'ai particulièrement apprécié aussi évoluer au sein de cette communauté qu'on rencontrait à cette échelle-là pour la première fois sur le Master of Westeros. Donc vraiment gros kiff de voir l'ambiance et l'état d'esprit des joueurs parce que c'est vraiment celui qu'on partage. C'est celui de la bonne humeur et du plaisir, même si on est dans un domaine compétitif, on a envie de s'amuser. Donc ça, c'est carton plein pour ça. On est parti surtout sur une note très positive parce que les joueurs, nombreux joueurs sont venus nous voir à la fin du tournoi pour nous féliciter, pour nous encourager, pour nous remercier de ce qu'on faisait, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis l'autre point positif, c'est qu'on se rend compte qu'on est
on est un poumon de cette communauté du jeu Trône de Fer et qu'il faut, on a notre responsabilité de continuer à faire vivre ces events, à faire vivre la communauté pour continuer à recruter des joueurs, à montrer que ce jeu est d'une qualité surprenante. Et donc voilà, donc le bilan très positif, que ce soit sur le jeu, sur le tournoi en lui-même, sur tout ce qu'on a revu. Donc comme on l'a dit, même s'il y a des aléas, même s'il y a des trucs, des drops, des machins, etc., on le sait, c'est comme ça, c'est le jeu du tournoi, c'est le jeu de l'organisation. On ne se formalise pas là-dessus. On s'évalue toujours à la fin du tournoi. On se dit, est-ce que le job est fait? Est-ce que le job n'est pas fait? Je pense que le job est fait de notre côté. Et je pense que la mission est accomplie. Les joueurs ont kiffé. Nous, on a kiffé. Donc voilà, pour moi, le bilan est très positif sur le Master of Westeros. Pour moi, bilan positif aussi. Il y a les petits couacs qui font qu'on a envie de faire mieux. Et c'est ce qui donne envie de faire d'autres tournois et de continuer dans cette voie-là. Ce qui est positif surtout, c'est la communauté en fait. Parce que c'était la première fois toute la communauté pouvait se réunir, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest, le sud, le sud-ouest, et les Parisiens bien sûr. Donc on avait vraiment. Même les Bretons. Non, les Bretons, j'ai dit, à l'ouest. Ah oui, c'est vrai. Et donc ouais, non, c'est bien parce que c'était vraiment la première fois que tout le monde pouvait se réunir. On a eu les Allemands, on a eu la communauté européenne. Et pour le coup, ouais, ça donne envie de vraiment continuer là-dessus. On a globalement vu où on a pêché. Donc l'avantage, c'est qu'on sait comment améliorer tout ça. Et c'est ce à quoi on va s'atteler pour la prochaine édition. Ou les prochaines éditions, puisque bon, l'histoire va continuer quand même. Justement, alors, c'est quoi la suite? On n'a rien d'officiel. Maintenant, vous pouvez être sûr qu'il y aura un Master of Westeros 2 et qu'il risque d'arriver en 2020. Nous, notre projet, mais là pour le coup, on est dans l'hypothétique puisque au vu de la crise sanitaire qu'on traverse, on peut rien assurer ni préparer. Donc, ce qu'on aimerait faire en fait, c'est qu'on a malheureusement dû reporter un de nos events, qui était notre event majeur autour de Warhammer 40 000, qui était le Master and Commander 2. Il est reporté à la Toussaint, donc en octobre 2020. Normalement, on devait recevoir un qualif Age of Sigmar et X-Wing qui représentait une centaine de joueurs. Donc ces tournois-là seront plus en side event de notre tournoi, sauf impondérable, mais moi, je ne suis pas forcément au courant. Mais l'idée, en fait, c'est de greffer un side, enfin ce ne serait même pas un side event, en fait, c'est un co-event au Master and Commander 2, greffer le Master of Westeros 2, donc de recevoir à la fois nos 120 joueurs sur 40K et 100, voire peut-être plus. Parce que là, on pourrait même aller chercher 120 joueurs sur le jeu. On va chercher 120, ouais. Ah ouais, là, ça serait un sacré défi. Et du coup, ça serait un changement de lieu, du coup. C'est le gymnase qu'on a avec l'interrégion, qu'on a fait l'an dernier au mois de juillet. Ce gymnase, on peut l'avoir pendant les vacances scolaires. Donc là, c'était Pâques cette année. Et vu que les raisons font qu'on a dû reporter l'événement, on se reporte sur la Toussaint. Et donc la Toussaint, ça reste un gymnase. On est parti 120-40K pour être bien en fait. Parce qu'on ne veut pas faire 180, 200. C'est beaucoup trop de boulot pour finalement pas prendre de plaisir. Et au moins. Comme vous le disiez au début, en plus, les tournois 40K, on demande une logistique assez lourde. Donc, C'est ça. Et surtout que après, la logistique devient beaucoup plus lourde et tu ne profites pas de ton événement. Et surtout, voilà, on ne court pas après des records. On veut la sécurité en fait. On se dit à 120 joueurs, on peut gérer, c'est 60 tables, c'est 120. Il n'y a pas 60 tapis, voilà, on ne prend pas trop de risques. Et du coup, par contre, ça peut laisser de la place parce que ça laisse la moitié du gymnase à côté. C'est pour ça qu'on avait accueilli AOS et X-Wing. Et là, normalement, on pourra les reloger sur d'autres dates. Et du coup, on peut faire un gros event sur le Trône de Fer, puisque là, du coup, on peut poser nos 120 tables et des tables individuelles. C'est-à-dire que là, il y aura une grande table. Ah oui, non, alors là. Mais voilà, donc là, on va pouvoir passer sur du gymnase. Et par contre, qui dit gymnase, c'est location de table. Donc voilà, c'est location de table. C'est 15 € la table par joueur. Donc c'est pour ça que les 45 €, ils seront aussi justifiés là-dedans, dans ces prix-là. On préfère le dire tout de suite. C'est que dans les PAF, quoi qu'il arrive, il y a 15 € de table. Voilà. Parce que là, voilà, maintenant, il reste presque 7 mois pour économiser. Bon, oui, ça va aller. Hein, et surtout pour on va peindre. survivre. Et pour peindre, ce ne sera pas très obligatoire, les gars.
Parce que pareil, ce sera peinture obligatoire. Ouais. Ça, c'est le projet, mais là, pour l'instant, on est Ouais, on peut ce pas qu'on aimerait faire. officialiser. Là, on est dans l'hypothétique, c'est ce qu'on aimerait faire. Maintenant, on va voir comment ça se passe. On va aussi voir comment se passe le TC. Ça va nous donner aussi la température sur plein de choses. Mais une chose est sûre, c'est que le Master of Westeros 2 sera encore mieux que le premier. Ça, c'est une certitude, puisqu'on va pouvoir bénéficier de toute l'expérience qu'on a pris sur le premier et rectifier bon nombre de points pour le second. Et Donc, surtout qu'il y a déjà des joueurs qui m'ont demandé d'être arbitre sur le prochain tournoi. Et ça, c'est très bien. Oui. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'on a 3-4 arbitres qui veulent, des joueurs qui veulent venir arbitrer pour nous aider à continuer. Et ça, c'est la une bonne belle voie de la preuve communauté, d'abnégation en de leur fait. part, hein. C'est ça. Et surtout qu'ils veulent nous rejoindre dans ce projet-là. Et c'est un projet qu'on veut global, en fait, pour tout le monde. Parce que les tournois, c'est nous qui les organisons, c'est vous qui jouez. Et c'est nous tous ensemble, en fait. Si on n'a plus d'orgas, si on n'a pas d'arbitre, si on n'a pas de joueurs, on s'arrête là. Et puis, Star Wars Légion. Hein. Je pense que vraiment tout le monde appréciait le tournoi et que tout le monde, en effet, serait content d'avoir un numéro 2 et des suivants qui s'enchaîneront. Tu as fait aussi un appel aux organisateurs pour s'organiser sur la planification des différents tournois. Il y a Bourrin aussi qui est un promoteur sur le sujet, je crois. Ben, on est tous les deux moteurs. Ouais. Avec Bourrin, on a envie de créer un circuit, en fait, pour éviter que les tournois bretons ne se télescopent pas avec les tournois lyonnais, que les tournois parisiens ne viennent pas empiéter sur les tournois bordelais. Voilà, c'est vraiment pour qu'on crée un circuit ensemble et que les Parisiens puissent aller jouer en Bretagne, que les sudistes peuvent monter. Voilà, c'est vraiment pour qu'on se regroupe tous ensemble et créer ce petit truc qui fera encore grandir le jeu. Donc n'hésitez pas, Orga, contacter Darian et Bourrin. Merci en tout cas à Commodore TV de faire vivre ce jeu. Merci à vous déjà. Merci aussi à vous de faire vivre le jeu. Hein. On a passé un très bon moment avec vous. Avec plaisir. Merci à vous. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. On espère que le jeu va continuer à vivre et vous à faire de belles Nous choses aussi avec d'ailleurs, ce jeu. on espère qu'on va continuer à vivre. Ouais, oui, c'est vrai que la période, faut dire ça. Ça fait une bonne conclusion, ceci étant. Ceci étant, oui, ne sortez pas. Oui, restez chez vous. Allez, je vous remercie encore. Au revoir à tous. Merci à tous les Ciao, deux. merci. Ciao. À plus tard. Ciao. Ciao. Ouais, grave. Envoyez-nous des listes de merde et on les envoie aux Anglais. Hein, on leur envoie des fake listes. C'est ça. Partie Tu 2, pourras faire un partie épisode 3. spécial, la finale. Que s'est-il vraiment passé? On vous dit tout. Et tu pourras peut-être faire plusieurs épisodes, qui sait? Oh punaise, là, j'en ai pour une semaine là, d'épisodes. Partie 1. Donc, je crois. On est tous les deux bourrins, j'allais dire. Tous les deux moteurs, ouais. Avec Bourrin, on a envie de. Tu cut, hein. Tu cut si c'est trop long, hein. Il parle beaucoup, c'est pour ça. Je trouve qu'Aedarian, il a beaucoup parlé, hein. Tu cut quand il parle, hein. Inarrêtable, le type, quoi. Aed, il a pas arrêté de débiter, quoi. Franchement, Et le mec, blablabla, et blablabla. une amie, mon association, Trésorier, donnez-moi des mon top sous. 4, mon arbitrage, tu cut, hein, t'hésites pas, hein, franchement. La rame a payé le Pepsi, allez. Bim.